cédaient à mon passage, sceau de virginité du chemin. Les enclos de pierre se succédaient. Ils représentaient les travaux de ces jours où les hommes, marchant dans les forêts, n'étaient pas des usagers d'espaces arborés. Ces vestiges rehaussaient la solennité de l'ombre. Le chemin déboucha sur une perspective. Le comtat se déployait, rayé d'asphalte. La rumeur des moteurs s'élevait. Dans mon dos, le lent aménagement des abris pastoraux. Devant moi, routes et voies zébrant la vallée, où circulaient bêtes, hommes et marchandises. Dans le ravin, le monde d'hier. Vers le sud, le présent, et déjà l'annonce des zones périurbaines avancées au pied du Ventoux. La conquête du territoire français par ce nouvel habitat avait été rapide. Quelques années suffirent à la chirurgie esthétique de la géographie. En 1945, le pays devait se relever. Redessiner la carte permettrait de laver les hontes de 1940. La prospérité nouvelle assura le projet. L'État logea les enfants du baby-boom. Les barres d'immeubles poussèrent à la périphérie des villes. Puis, il fallut étaler l'urbanisme, comme le disaient les aménageurs. Leur expression était logique puisque le béton est liquide. L'heure fut au désenclavement. La ville gagnait du terrain. Ce fut le temps des UP dans les années 1960, des ZAC une décennie plus tard. Les autoroutes tendirent leurs tentacules. Les supermarchés apparurent. La campagne se hérissa de silos. Pompidou était gros et la France prospère. L'agriculture s'industrialisait, les insectes refluaient, les eaux se polluaient. Seuls quelques rabat-joie du Larzac prévenaient du désastre. On les prenait pour des gauchistes, ce qu'ils étaient. On les laissa lire Lénine dans l'humidité des bergeries. Le septennat de Giscard sonna le deuxième acte. Une loi d'urbanisme autorisa les constructions particulières sur les surfaces agricoles. Le temps des maisons individuelles était venu. Chacun aurait son paradis. Le rêve pavillonnaire moucheta le territoire. Vu d'avion, on aurait dit que le sucrier renversé avait craché ses cubes sur la nappe. Au sol, on entendait aboyer les chiens. La maison familiale se répliquait à l'infini. Les enfants jouaient dans les jardins, protégés par les tuyas. C'était tout de même mieux que l'entassement dans les villes. La décentralisation de Gaston Defferre fut l'estocade. Les collectivités reçurent les clés de leur développement. Réveillez-vous, provinces endormies, claironna l'État. Les enseignes d'hypermarchés fleurirent et les petits commerces ne résistèrent pas. Mammouth balaya de la queue les bistrotiers qui offraient le pastis le matin aux cœurs assoiffés. Désormais, pour se saouler, il fallait acheter son cubitus en grande surface. La géographie humaine est la forme de l'histoire. En 40 ans, le paysage se refaçonna pour que passent les voitures. Elle devait assurer le mouvement perpétuel entre les zones pavillonnaires et le parking des supermarchés. Le pays se piqueta de ronds-points. Désormais, les hommes passeraient des heures dans leur voiture. Les géographes parlaient du mitage du territoire. Un tissu mou, étrange, n'appartenant ni à la ville ni à la pastorale. Une matrice pleine de trous entre lesquels on circulait. Internet paracheva la mue en fermant les dernières écoutilles. Après les 30 glorieuses, on aurait pu donner aux 2 premières décennies du XXIe siècle le nom de 20 cliqueuses. Les hôtels de la première période pointillaient la campagne, châteaux d'eau, péages et pylônes. La seconde époque avait laissé moins de traces, se contentant de creuser le vide. Le monde se projetait sur un écran. On pouvait rester à la maison, entouré de voisins vigilants, comme le proclamaient les dispositifs de sécurité municipale. Parfois, un foyer rural organisait une tarte aux pommes avec partie de belote le dimanche, pour ramener un ersatz d'énergie dans les villages dévitalisés. Le service à la personne avait remplacé la vieille amitié, et la vidéosurveillance garantissait l'ambiance. Au commencement, les choses avaient dû être enthousiasmantes. Nos parents s'en souvenaient. Le pays attendait les lendemains. Les jupes raccourcissaient. Les chirurgiens remportaient des succès.
Le Concorde rejoignait l'Amérique en 2 heures et les missiles russes, finalement, ne partaient pas. La belle vie, quoi. Les nourrissons de 1945 avaient tiré à la loterie de l'histoire le gros lot des années prospères. Ils n'avaient pas écouté Jean Cocteau lançant cette grenade à fragmentation dans son adresse à la jeunesse de l'an 2000. Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur. Mais les feuilles au 25 millième étaient d'un secours précieux. Elles offraient leur chemin noir pour sinuer entre les récifs de coraux morts. L'essentiel dans la vie est de s'équiper des bonnes œillères. Le producteur de jus de cerise avait installé sa caravane à l'entrée de Bédouin. J'en achetais 2 litres que je sifflais trop vite. « Il y a encore des transhumances à pied ?» demandai-je. « Vous plaisantez. Les bergers sont des bourgeois. Ils montent en camion, ils ont la télévision dans leur cabane. » Au-delà de Bédouin, je gravis des versants caillouteux vers le col de la Madeleine. Un silence brûlant montait de la terre. Ce moment où même les insectes se taisent. Je me soutenais avec l'ombre, les murs, un peu de vent frais, des souvenirs climatisés. Au lieu dit de la combe obscure, revinrent les images de mes séjours ici, 20 ans auparavant, quand je venais faire de l'escalade sur la falaise de calcaire compacte qui bordait le chemin, par-dessus les chênes. Un soldat en pantalon de treillis descendait à fond de train. « Escalade ?» dis-je. « Oui, là-haut. » Il fit un vague geste. Il avait l'accent timide. « Légion ?» dis-je. « Oui. »« D'où êtes-vous ?»« De Lettonie. » Il repartit. Et 10 minutes plus tard, c'était le reste du groupe qui débouchait en colonne. Des Asiatiques, des types aux yeux clairs, d'autres aux cheveux crépus et certains très grands, qui venaient des îles. Ils s'effacèrent pour me laisser monter. Les légionnaires, hommes du monde. Je continuais vers Malaucène, dégringolant les chemins de pierre dans la forêt et remontais vers le col de la Chaîne. La forêt filtrait le soleil en tisserande et je traversais les raies avec l'impression de me laver le visage à chaque explosion de clarté. Le corps lâchait un peu. 40 kilomètres étaient trop pour un squelette. La Provence mettait une duègne cruelle. Qu'avait-elle à voir avec les représentations azuréennes que les Américains de tout à l'heure poursuivaient au guidon de leur bicyclette? S'ils avaient lu Giono, ils ne seraient pas venus. Le pays n'était pas conforme aux images de « To Catch a Thief ». Alfred Hitchcock avait composé un diaporama publicitaire de villages perchés. Le romancier de Manosque, lui, faisait rendre gorge de son venin au pays. Sa Provence grinçait dans le vent, gémissait sous le pied. Le caillou y affleurait, dur. L'eau y était rare, la nature cannibale. Le climat avait l'orage ou la canicule à offrir à une végétation d'épines. Les bêtes se dévoraient, mandibules en avant. La Provence, un oursin. Cette nuit-là, sur le tombant sud-ouest du Ventoux, des scolopendres visitèrent mes rêves. J'avais déjà, depuis les nuits de Lure, des morsures à la pliure des coudes. J'entendis les bêtes fouiller l'obscurité. Les sangliers, les renards patrouillaient. Puis ce fut un balai d'hélicoptères. Les appareils de l'escadron de chasse d'Orange menaient leurs entraînements nocturnes. Ils rasaient le col, travaillaient le stationnaire et plongeaient sur le versant de Malaucène. Tigre, fennec, je ne savais pas reconnaître les modèles au bruit des turbines. Avec leur système de détection, ils voyaient mon corps allongé sur le sol. Mais un mec qui dort par une nuit de demi-lune est bien inoffensif pour un hélico à l'exercice. Le 10 septembre, à Séguret. Les hélicos étaient partis. Les bêtes avaient repris des allées et venues plus discrètes. Les uns allaient remettre de l'ordre dans le chaos de l'Orient. Les autres essaieraient de se maintenir sur un territoire où l'homme, coiffé d'une casquette, les tolérait pour pouvoir de temps à autre leur flanquer un coup de chevrotine. Les vautours étaient en chouffe dans le ciel déjà blanc quand je me mis en marche. J'avais passé une bonne nuit, le nez dans le thym, et, en une heure joyeuse, j'atteignis une échancrure dans une échine calcaire. Le pas du loup.
Les murs faisaient baisser ma moyenne kilométrique. Je m'arrêtais à chaque buisson. La gourmandise faisait saigner mes mains. Le danger de se faire griffer pour la jouissance d'un fruit me rappelait quelque chose, une histoire d'amour. C'était le seuil d'une journée de plein feu estival, sans autre impératif que d'avancer un peu, sans quiconque à informer, sans réponse à donner. Une journée dehors, c'est-à-dire à l'abri. Au pied de la colline du Cheval Long apparurent les premières vignes sulfatées, industrielles. La terre entre les plants était une surface uniforme, désherbée. La steppe, après le passage de la cavalerie Gengis-Khanide. Les grappes étaient lourdes de grains identiques, dopés de chimie. Ces vignes-là étaient parfois lardées de parcelles, où des herbes folles poussaient entre des pieds moins conformes. Celles-là étaient des vignes d'appellation biologique, sans traitement chimique. Elles offraient un vin qui rendait les matinées moins douloureuses aux buveurs. Un vin à faire boire sans crainte aux petits-enfants. Plus bas, passé Rasteau, je traverserai la grande plaine limoneuse, le sillon alluvial du Rhône, offerte par Dieu aux hommes pour que le vrai Français puisse se torcher au gros rouge. De loin, le village de Séguret s'acculait à une lame calcaire, tel un douar de l'Atlas. C'était le poste idéal pour surveiller l'ennemi. Le Huguenot hier, qui demain? Le Mahométan, comme au Xe siècle? Séguret occupait un haut poste à la pliure des Préalpes. La plaine à fruits du Comtat commençait. Sablé, au pied de la butte, était déjà un verrou agricole, rassemblement de propriétaires plutôt que fort de défense. Des filets d'eau sourdaient du contact. Près de la source des Fées, une couleuvre cherchait de l'humidité. Elle s'enfuit à mon arrivée. Lentement d'abord, parce que son ventre raclait le chemin. Puis elle fusa dans les herbes, une fois libérée de l'abrasion. Les chênes truffiers portaient des panonceaux destinés à décourager les pilleurs. Interdit de truffer. Depuis le Mercantour, je notais la propension de l'homme à placarder ses injonctions. Chaque lisière portait ses chasses gardées, propriétés privées, accès interdit, et même dernier avertissement. L'homme avait su aménager la nature, la grillager, l'anthropiser, disaient les géographes. L'évolution était une drôle de chose. En 30 000 ans, elle avait conduit une race de chasseurs-cueilleurs à multiplier les réflexes de petits propriétaires. Je dormis à Séguret, dans la maison d'une tante chérie qui m'accueillit comme une mère. Elle avait vécu longtemps dans les îles, sous le vent, et avait rapporté de ses années l'art de savoir vivre sous les pergolas. La sienne donnait sur la plaine au pied des rochers, et on voyait les méandres du Rhône, à 50 kilomètres, se marbrer de soleil. Vers l'ouest, par-delà le fleuve, l'orage grondait au-dessus des Cévennes. C'était la prochaine éminence à relever. Elle me paraissait pour l'instant une citadelle de mauvais augure. Le 14 septembre, vers le Rhône. C'étaient les pleines vendanges. La terre suait sa folie. Les vignes rendraient bientôt en gaieté ce qu'elles avaient raflé en lumière. Des Espagnols s'affairaient dans les rangs. Les brigades du Rouge. Un ouvrier fumait, en bottes, sur le bord du chemin détrempé par les tornades de la veille. « Oh là, ça marche la vendange, dis-je. »« Bon argent, sourit-il. » Au début de l'après-midi, je fis la sieste. Le cul sur mon sac pour éviter la boue, adossé à la vigne. Et je me réveillais, pensant que je donnais la parfaite image de l'identité de la France. Un type ronflant au pied d'un cep. Me juchant sur les hauteurs de l'Aigle, par l'ancien castrum de Kéran, je laissais Sérignan à 20 km au sud. Jean-Henri Fabre s'était installé en ce village en 1889. Naturaliste, il ne voulait pas qu'on l'affublât du nom d'entomologiste, il s'était reclus dans un jardin où il acclimata des espèces tropicales, des arbres précieux et des insectes baroques. Il laissa s'épanouir une friche, armas en provençal, et dans son cabinet de curiosité,
aligna les coquilles, épingla des papillons, s'adonna à l'étude. Pendant 3 décennies, il herborisa, courut les flancs du mont Ventoux, étudia l'évolution des espèces, collectionna les fossiles, aima les bêtes et composa d'inoubliables souvenirs entomologiques sur une petite table de bois. Leur lecture m'avait appris qu'on pouvait s'ouvrir au monde dans le secret d'un jardin, fonder un système de pensée en regardant les herbes, passer à la postérité, protégée de la rumeur du monde, et développer une philosophie totalisante qui ne propulsait pas l'homme au sommet de toute considération. Un insecte est une clé, digne de la plus noble joaillerie, pour ouvrir les mystères du vivant. Mon cœur se serrait devant de tels penseurs. Ils avaient déployé leur vie à l'ombre de leurs cèdres. Ils consentaient parfois à une grimpée sur les pentes d'une montagne pour capturer un coléoptère. Pour le reste, ils restaient chez eux. Ils nous rappelaient que trop de courses autour du monde étaient vaines. Pourquoi passer une vie à cavaler? Que rapporte-t-on de ces gigues? Des souvenirs et beaucoup de poussière. Le voyageur rafle les expériences, disperse son énergie. Il revient essoufflé, murmure « Je suis libre » et saute dans un nouvel avion. Depuis que j'étais tombé, j'avais la tentation du Harmas. 2500 ans avant le vieux fou des Garrigues, un Grec avait révélé que l'art de gouverner sa vie s'apparentait à celui de conduire un domaine agricole. Xénophon avait fait de son économique un manuel du commandement, maquillé en bréviaire agronomique. Vous vouliez le pouvoir? Vous n'aviez qu'à cultiver une terre. À 6 heures du soir, je m'assis au bord du talus qui surplombait l'Aigle et regardais la vallée. Des bâtisses du XVIIIe siècle s'enchassaient dans un damier de vignes. Les cyprès tenaient leur garde noire devant les murs de galets. Les propriétaires de ces domaines disposaient d'un pouvoir plus effectif que le président de la République. Les premiers présidaient aux destinées concrètes d'un petit royaume. Le second, responsable des masses, lançait des vœux abstraits, censés orienter le cours d'une machine plus puissante que lui, l'histoire. Le pouvoir d'un président consistait à se faufiler dans le labyrinthe des empêchements. Un propriétaire terrien pouvait défendre comme il l'entendait sa forêt d'une attaque de xylophages. Le chef de l'État, lui, se voyait reprocher d'employer des mesures extrêmes quand le pays se trouvait menacé. En matière de gouvernement, la modestie d'une ambition assurait son accomplissement. La limite de l'exercice du pouvoir garantissait son efficacité. Et l'efficacité était la substance du pouvoir. « Je veux tout ignorer de mon impuissance », disait le président. « Mon domaine est mon royaume », répondait le propriétaire. « Je veux ce que je ne peux », bégayait le chef de l'exécutif. « Je ne peux que ce que je connais », murmurait le maître des lieux. Et pendant que l'un s'occupait de conduire ses récoltes et ses bêtes, l'autre s'illusionnait de régir l'inaccessible, de peser sur l'irrépressible. Récemment, le chef de l'État français s'était piqué d'infléchir le climat mondial quand il n'était même pas capable de protéger sa faune d'abeilles et de papillons. Fabre en aurait pleuré. Comme les rois déments des contes allemands, coiffés d'un chapeau à grelots, abusés par les magiciens, les chefs des États globalisés erraient en leur palais, persuadés que leur moulinet de bras redessinerait l'architecture des sociétés hypertrophiées, aux commandes desquelles ils étaient arrivés par la grâce des calculs et se maintenaient par la vertu des renoncements. La politique d'État était l'art d'exprimer ses intentions. L'économique du domaine agricole, celui d'incarner des idées dans un espace réduit. C'était la leçon de Xénophon. N'ayant pas de domaine, je tentais d'être souverain de moi-même, en marchant sur les chemins. J'évitais le goudron, dormais parfois dehors. C'était là ce que je pouvais. Je me remis en route et atteignis Mondragon, comme la nuit se jetait sur la vallée du Rhône. Le petit hôtel où j'échouais était peuplé de vendangeurs. Nous dînâmes dans la salle commune devant la télévision. L'avantage de ma semi-surdité était que le volume se trouvait déjà baissé. Je n'entendais pas ce que disait la dame de BFM.
Elle semblait paniquée à l'idée de laisser passer quelque chose. J'avais dans mon sac L'identité de la France de Fernand Braudel, dont je lus l'introduction en lapant le bouillon. Pour l'historien, la France procédait d'un extravagant morcellement humain et paysager. Braudel tenait le pays pour une anomalie. Faire voisiner sur le même territoire, sous le même drapeau, les mangeurs de pistou et les dentelières de Cambrai relevait du miracle. Une grâce avait permis la coexistence des contraires physiques et de leur incarnation psychoculturelle. Le calcaire et le granit, les phoques et les scorpions, les parpaillots et les catholiques, les petits savoyards et les bergélandais, Maurras et Jaurès. Le destin normal de pareilles associations était la guerre civile. 2000 ans de craquement s'étaient pourtant résorbés dans l'unité, au prix, certes, de quelques heures. Une tentation caressait les gouvernants contemporains de choisir ce qui leur convenait dans le magasin de l'histoire. Le droit d'inventaire, disait-il dans un langage de chef de rayon. Le vieux Fabre, dont je venais de quitter le pays, avait inventé une expression à verser aux méditations de Braudel. Il décrivait les couches fossiles du territoire comme la patte des morts. Nous vivions sur la compression de milliards d'animalcules, digérés par le temps, et dont la stratification avait composé un substrat. La France impossible était comme le calcaire, issu d'une digestion. Le lent ruminement d'idées contraires, de climats opposés, de paysages inconciliables et de gens dissemblables avait malaxé une pâte viable. Pour Braudel, là était l'identité. Dans l'amalgame, ce mot superbe. Il avait nécessité des dizaines de siècles. Ma nuit fut horrible. L'idée du pays diffracté en même temps qu'uni chassait mon sommeil. L'établissement avait beau s'appeler le repos du roi, les camions firent trembler les murs en carton de ma chambre à 30 € qui donnait sur la nationale. Le 15 septembre, par-dessus l'île Vieille. Une journée dans les flaques. L'aube était humide. J'allais vers le Rhône et chacun de mes pas collait à la boue. Sur les alluvions de l'île Vieille qui me séparaient du Rhône, je longeais des roselières d'où nulle créature ne s'envolait. Pas un froufrou, pas un sifflet. Les plumeaux végétaux se balançaient dans le vent d'est avec des grâces de métronome. Je traversais des vergers. Les vendangeurs étaient encore au travail. Je pensais à la patte de France. À l'endroit même où je marchais étaient passés en un claquement de siècle des chasseurs du Magdalénien, des éléphants d'Hannibal cheminant vers Rome, des huguenots assoiffés de sang provençal et une procession d'ancêtres ruraux, soldats de l'Empire ou vacanciers popus pédalant sur la Nationale 7. Aujourd'hui, le long du fleuve filaient des routes asphaltées, le TGV et l'A7. Des joggeurs à oreillettes enfoncées à la gorge me saluèrent et je devinais le panache de fumée des installations nucléaires de Pierre-Latte. Une centrale atomique. Le souvenir d'Hannibal. C'était là l'accumulation brodélienne, une compression d'images sur un même arpent de terrain. L'espace a été inventé pour que tout ne se trouve pas au même endroit, écrivait dans son journal de 2012 cette vieille chouette de Peter Sloterdijk, qui avait toujours l'air d'avoir été tiré de son sommeil par ses propres pensées. Il aurait pu dire la même chose du temps. Le temps n'était pas aussi compact que la patte des morts de Fabre. La succession des événements ne laissait pas d'empreintes aussi mêlées que les fossiles dans une couche calcaire. Il fallait deviner les vestiges du passé en fouillant le sol, en regardant les paysages, en détaillant certains visages. Les chemins noirs dont je tissais la lisse avaient cette haute responsabilité de dessiner la cartographie du temps perdu. Ils avaient été abandonnés parce qu'ils étaient trop antiques. Ce n'était plus considéré comme une vertu. Des chemins noirs. Le 16 septembre, vers le Bas-Vivarais.
Le Rhône était en rut, nourri de récents orages. Je passais le fleuve à Pont-Saint-Esprit, coup d'œil au rapide, vers Laval. Comment firent les éléphants pour traverser pareil courant? On avait arraché ces pauvres bêtes rugueuses à leur méditation dans les savanes pour les ruer contre César. Qu'est-ce qu'un pachyderme, perdu dans sa mélancolie, pouvait avoir à faire du sort de l'Empire? Je pris le pont du XIIe siècle et me retournai une dernière fois pour me ficher le sommet du Ventoux dans le souvenir. Je ne voulais pas oublier que la géologie avait élevé ses autels au-dessus de la plaine avant que les hommes ne l'imitent avec leurs clochers, sous lesquels ils se persuadaient qu'un dieu extérieur à sa propre création s'était essayé à la géotectonique. De l'autre côté, rive droite, je remontais le cours de l'Ardèche. La crue donnait à la rivière la couleur du caramel. 2 jours durant, je longeais le crêt des gorges ou m'enfonçais dans la forêt de la rive droite vers Vallon-Pont d'Arc. Le premier soir, un déluge s'abattit. Les averses du sud de la Loire sont habituellement courtes, mais celle-ci ne faiblit pas jusqu'au lendemain. La forêt était sombre. Les arbres ployaient des échines essorées. Je pensais aux bêtes sans terrier, errant sous les ruissellements du bois de Laval. Plus exactement, je pris soin de trouver refuge dans une maison forestière en ruine avant de leur adresser ma pensée. Il faut tout de même pas exagérer avec la compassion. La pluie ne cessa pas. Je partis vers une auberge de l'Abastide de Virac, quand la nuit se décida à tomber dans la forêt. Le 17 septembre, dans les bois de Paille-Olive. Les jours suivants consistèrent à me frayer le plus possible un chemin noir. Le pays était moins peuplé, l'exercice plus aisé. Le soir, je calculais combien de temps j'avais réussi à me tenir sur le réseau des pistes oubliées. J'avais parfois la satisfaction d'y cumuler plus des 3/4 du kilométrage. Je fis cap vers le mont Lozère en visant les vents. Les pluies avaient emporté le pont du ruisseau de l'Antouze, près de Vallon-Pont d'Arc, et je me souvenais de la question que nous nous posions souvent au Népal, devant les ponts arrachés par les rivières de mousson. Allait-il falloir s'infliger 4 jours de marche pour passer de l'autre côté? Ici, dans la géographie de France, pareil déconvenu ne rallongeait la route que d'une poignée de kilomètres. C'est l'avantage des petits pays aménagés comme des jardins japonais. Je restais sur la rive gauche et dans les hauteurs boisées de chênes kermès, sur un chemin empierré, je croisais 2 vieux Autrichiens très chics, genre Stéphane et Lotte Zweig, à la promenade avant le suicide. Lui, en veste de tweed, elle, coiffée d'un fichu de soie crème. Ils transportaient du bois dans une brouette. Même les bûches étaient impeccablement rangées. Leur restaurer la perfection s'élevait en contre-haut, coiffé de tuiles romaines. Après l'évacuation, dit-il, je supposais qu'il désignait l'exode rural, tout le monde est venu acheter une ferme ici, les Belges, les Anglais, et nous. Il m'indiqua d'un doigt ligneux un raccourci vers le col de Cise, à travers la Chênaie, et je cheminais tout le jour par-dessus des barres calcaires, appelées serres en Ardèche. Le hameau abandonné de Chastelat occupait un versant au-dessus de la plaine agricole. Une broussaille démantibulait des linteaux et fissurait des appareils de maçonnerie intacts. Dans les villages, je vivais des heures parfaites. La fontaine à l'ombre du tilleul, le banc adossé au mur de l'église. Il y avait là les éléments de la halte tels que Hess ou Hamsun les disposaient pour leurs promeneurs poétiques. Sur le chemin du plateau de Paille-Olive, où le limon retenait chaque pas, je croisais l'un d'eux, un vieux type en treillis coiffé d'une casquette kaki. Une silhouette comme celle que je cherchais. Un type en train de battre la campagne sur ses propres pistes. Une ombre maigre et libre sur un chemin noir. Vous ressemblez à Fidel Castro passant la revue dans les champs de tabac, dis-je. Sans le cigare, dit-il. Non, mais vous avez la casquette. Et puis il y a ça,
dis-je en montrant des cultures que je n'identifiais pas mais qui n'auraient pas déparé à Cuba. Du sorgho, dit-il. Quand je suis revenu de l'usine, ils avaient mis ces nouvelles cultures. Pendant la guerre, nous cultivions du tabac clandestin. Il faut enlever le sorgho et remettre le tabac, dis-je. Ouais. Il me dit salut et reprit sa promenade à grandes enjambées rythmée par la succion de la boue. Et moi, à petits pas, car j'avais peur de glisser. Et c'était l'heure du soir où les os de mon dos commençaient à crier grâce. Je savais pouvoir leur demander encore 1 heure ou 2 de sursis avant la halte. À ce moment de la journée, la même pensée me pinçait le cœur. Son poinçon était douloureux et fugace. 20 ans à jouer sur les crêtes pour aller désormais à un rythme de vieille dame. J'appelais ma déconvenue l'ironie du sport. Je me retournais pour voir la silhouette du vieux cheminot progresser vers l'aval du ruisseau. Il allait vite, le brigand. N'en déplaise à Charles Maurras, chantre du pays réel opposé au pays légal, marcher sur les chemins noirs permettait la découverte d'un pays mêmement illégal et irréel. Illégal parce qu'on pouvait dormir devant un feu de bivouac interdit et qu'on rencontrait des types bizarres, des errants, des romanos, quelques gueules paysannes et des mecs encore un peu sauvages qui usaient d'une langue singulière et acceptaient d'entendre tout. Irréel parce que les fantômes y croisaient. Les fantômes ce soir-là reposaient dans la forêt de paille-olive que j'atteignis par un plateau karstique où des nuées de moucherons formaient des cumulus de protéines au-dessus des herbes. Un chaos de blocs de calcaire peuplait la forêt au-dessus du Chassezac, dont le cours sinuait entre 2 falaises rongées de grottes. Les blocs, hauts de 5 mètres, se dressaient dans une défense de buis. Le soleil faisait luire les roches. Un esprit porté à la songerie aurait vu dans ce troupeau un peuple soudainement pétrifié, alors qu'il était en train de gagner le rebord de la falaise pour s'y jeter. « Arrête de rêver, Tesson, la nuit tombe !» Cédric Gras m'avait rejoint la veille dans le village de Vallon-Pont d'Arc, et nous avions cheminé tout le jour en silence. Je le connaissais depuis 10 ans. Je lisais ses livres et il avait supporté mon goût pour les jurons russes, l'alcool fort et les nuits compliquées qui résultaient de la conjonction des 2 penchants. Il avait travaillé pendant ces 10 dernières années en Russie, que nous considérions comme une seconde patrie, à cause de sa géographie et de quelques-uns de ses habitants. Nous nous étions perdus dans les forêts de l'extrême-orient russe. Nous avions bu de la bière dans la mairie de Donetsk, défendue par les séparatistes russophones, et nous avions réussi quelques escalades impréparées. Il ne me reprochait jamais mon amateurisme en alpinisme, car lui-même s'était fracturé la jambe à 6000 mètres d'altitude dans le Karakorum, et avait dû la vie au double effort d'un second de cordée italien et d'un pilote d'hélicoptère pakistanais. Sa conception des relations humaines ne mesurait jamais la valeur d'un sentiment à la fréquence de son expression. Nous fîmes le feu ce soir-là sur le rebord de la falaise, en contre-haut de Chassagne. Des rapaces coupaient l'air. Toute la nuit, le vent fit claquer nos tentes avec ce bruit des voiles qui réveille en sursaut les marins pas sérieux, endormis pendant leur quart. À minuit, Gras, régulé comme une chauve-souris, se prit à parler. « Vois-tu, nous voyageons, nous courons le monde, et nous ne comprenons rien à ce chaos de blocs. Le marcheur n'est pas digne de ce qu'il foule, dis-je. Il y a une scène dans les Cosaques de Tolstoï. Un vieux soldat emmène dans la forêt de jeunes cadets russes sortis de l'école militaire. Ce sont de brillants officiers. Ils ont leur diplôme, leur science, leur médaille, mais ils ne voient pas les traces des bêtes au sol. Ils ne déchiffrent rien des signes du vent dans les arbres. Et le vieux a ce mot, ils sont savants, mais ils ne savent rien. C'est nous, dis-je. Mon vieux, la ruralité que tu rabâches est un principe de vie fondé sur l'immobilité. On est rural parce que l'on reste fixé dans une unité de lieu d'où l'on accueille le monde. On ne bouge pas de son domaine. Le cadre de sa vie se parcourt à pied, s'embrasse de l'œil. On se nourrit de ce qui pousse dans son rayon d'action. On ne sait rien du cinéma coréen. On se contrefout des primaires américaines.
mais on comprend pourquoi les champignons poussent au pied de cette souche. D'une connaissance parcellaire, on accède à l'universel. L'universel, c'est le local moins les murs, dis-je. Tu connaissais cette phrase de Miguel Torga? Non, dit-il. Nous sommes modernes. Nous passons. Et nous finissons même par nous endormir. Le 18 septembre, dans les Cévennes vivaraises. Nous cherchions les chemins noirs. Nous allions sur des sentiers où affleuraient des plaques de roches blessées de lumière et buvions l'eau de pluie dans les vasques calcaires. Nous convoitions les pistes des sous-bois. Il fallait être attentif, ne pas manquer le départ des sentiers. Parfois, le soleil lustrait le rocher et nous nous allongions dans les reflets de cire, jouant les chats offerts à la lumière et tirant les muscles. Gras marchait vite, je peinais derrière lui. Mais chaque jour pourvoyait à une amélioration de mes fonctions physiques. Parfois, c'était la souplesse que je sentais revenir, un autre jour, le souffle était moins court, et aujourd'hui, je n'avais pas souffert de la moindre douleur dans le dos. Pour l'instant, la guérison me garantissait un sentiment contre nature, l'impression d'une reconquête quotidienne, comme si le processus de démolition biologique de la vie s'était inversé, et que j'allais rajeunir jusqu'au jour où, la guérison achevée, la mécanique se renverserait à nouveau, et où je recommencerais à me sentir vieillir, signe que je serais parfaitement rétabli. Nous fûmes assoiffés, et dans une ferme vide, nous soulevâmes le couvercle d'un puits. Nous dérangeâmes un scorpion noir, fier, superbement cuirassé, les pinces dressées. Un petit dieu. Sa force, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il disparut dans l'ombre du puits. Étaient-ce les fractures de mon crâne qui m'avaient donné une étrange acuité pour déceler les arachnides? Aucun médecin ne m'avait signalé que les chocs au cerveau développeraient pareille disposition. Depuis ma chute, je voyais davantage de réduves, de scolopendres, de chauves-souris aussi. Jusqu'alors, fidèle à la culture romantique et lecteur de Lovecraft, je les tenais pour les bêtes du cauchemar. À présent, je n'en avais plus aucune peur, et me prenais même à les aimer. Elles vivaient dans les ruines, elles se tenaient dans l'ombre, elles étaient les sentinelles des endroits que je cherchais, pinces en avant et mandibules en garde, les paladins des chemins noirs. Nous marchions l'oreille tendue. Il était difficile d'échapper à la rumeur de la route. Les temps nouveaux déplaçaient l'homme, lui enjoignaient de circuler, et le mouvement constituait la caractéristique première de l'organisation des sociétés. Au village monde, chacun attendait son tour pour la valse musette. La bonde avait été ouverte, le courant augmentait, nous étions le limon d'un fleuve en crue. Il arrachait les berges, se nourrissait d'un matériau de plus en plus mobile, et dont chaque élément paraissait remplaçable par un autre que lui. Qui endiguerait l'Amazone? Les historiens avaient inventé des expressions pour classer les époques de l'humanité. L'âge de la pierre, l'âge du fer, l'âge du bronze s'étaient succédés, puis les âges antiques et féodaux. Ces temps-là étaient des temps immobiles. Notre époque consacrait soudain un âge du flux. Les avions croisaient, les cargos voguaient, les particules de plastique flottaient dans l'océan. La moindre brosse à dents faisait le tour du monde. Les petits Normands partaient au djihad pour poster des vidéos sur YouTube. Les hommes dansaient sur l'échiquier. Ce tournis avait même été érigé en dogme. Une culture se devait à la circulation et au contact si elle voulait une chance de se voir célébrer. L'ode à la diversité, à l'échange, à la communication des univers était le nouveau catéchisme des professionnels de la production culturelle en Europe. La crise de Parkinson de l'histoire portait le nom de mondialisation. La traduction de ce phénomène dans nos vies quotidiennes mettait à notre disposition fruits et légumes tropicaux dans l'épicerie la plus modeste d'une campagne en marge. Une question venait alors. Pourquoi n'acceptait-on pas qu'un voleur de pommes s'introduise dans un verger, et pourquoi permettait-on à une mangue du Brésil de trôner dans une épicerie de l'Ardèche? Où commençait l'infraction? Comme la planète était promue théâtre de la circulation générale des êtres et des marchandises, par contre-coup,
les vallées s'étaient vues affligées de leurs grandes routes, les montagnes de leurs tunnels. L'aménagement du territoire organisait le mouvement. Même le bleu du ciel était strié du panache des longs courriers. Le paysage était devenu le décor du passage. La ruralité s'instituait en principe de résistance à cet emportement général. En choisissant la sédentarité, on créait une île dans le débit. En s'enfonçant sur les chemins noirs, on naviguait d'île en île. Depuis un mois, je me frayais passage dans l'archipel. Au village des Vents, le garçon derrière le zinc me servit la question habituelle. Ma réponse était invariable. Du Mercantour, et je vais au plus loin que je puisse, vers la Manche peut-être. Le jeune homme eut alors cette phrase qui sonna à l'esprit géographique de Gras. Si vous marchez bien, vous dormirez ce soir sur le granit. Il avait raison, ce limonadier. Le basculement des univers eut lieu à Braïc, à 600 mètres d'altitude. Les maisons de granit étaient couvertes de lauze de schiste. Des châtaigniers se postaient en lisière, signalant le changement. C'en était fini des armoiries de Provence, calcaire, olivier et tuiles romaines. À partir d'ici, nous changions d'héraldique. À l'est, nous laissions l'esprit de l'air traverser de soleil, la Provence. Ici, sur les pentes du massif volcanique, l'esprit d'un très vieux feu dormait sous les bogues. Dans la montée forestière, crissaient les feuilles des châtaigniers. Le goût des jours ne serait pas le même sur le rivage de granit que nous venions de toucher. Je me savais influencé par la géologie. Le calcaire, le schiste, la lave dictaient mes humeurs. Certains croient à ce principe, d'autres le nient. « Il n'est rien de commun entre la terre et moi », écrivait Lamartine dans L'isolement. Comme elle se trompait, la chère âme. Ce mot était un vers de poète à la Vallière. Il était normal qu'un romantique dessouché de sa colline mette l'idée de nature au-dessus de la nature. Sous les châtaigniers, je sentais combien Lamartine avait tort. L'air se chargeait d'une nouvelle âcreté. Elle me pénétrait jusqu'au moelle. La ligne de crête de la serre de la Barre filait plein ouest. Nous allâmes aux 270 degrés, sur une piste d'accès forestier. Puis nous reliâmes les chemins noirs dans des taillis coupés courts, perdant de l'altitude. Parfois, il fallait tricoter des jonctions sur le goudron. C'était alors une défaite, la preuve que je n'avais pas réussi à me maintenir sur mes lignes de fuite, soit qu'il n'y en eût pas, soit que la fatigue me fasse couper par le plus facile. Dans la forêt surplombant le village de Villefort, nous dormîmes près d'un petit feu qui éclaira joyeusement le soir trop court. Je regardais les flammes avec le sentiment d'avoir remporté une manche contre le sort. Je n'avais presque plus mal au crâne en soufflant sur les braises. Le 19 septembre, vers le mont Lozère. Les collines se succédaient. Le mont Lozère était la mire. Nous traversions ici les territoires où les éleveurs menaient bataille contre la broussaille. En langage campagnard, ces efforts s'appelaient « ouvrir le paysage ». La steppe mongole, le matoral, les hautes prairies de Lozère étaient le résultat de cette patiente rage de la bête domestique à lacérer la végétation. Les troupeaux semblaient infatigables, mais les générations n'oubliaient jamais que la broussaille est une houle. Si les bêtes reculaient, la friche revenait. En France, depuis 1970, des millions d'hectares anarchiques avaient recolonisé le pays, l'étoffe dont s'habillaient les chemins noirs. Dans les bois qui surplombaient le village de Culbière, nous croisâmes 4 chasseurs. Ils pesaient dans les 100 kilos chacun. Ils marchaient sur la piste forestière, fusil au coude. L'un d'eux portait un triple menton et une seule battue ne lui serait pas suffisante pour éponger la graisse. Tuer des bêtes mieux affermies que soi ne résolvait pas l'embonpoint. « Vous devriez avoir des tenues fluo pour éviter les accidents », nous dit le premier d'entre eux. En somme, on nous réprimandait, ce qui agaça Gras. « Messieurs, dit-il, selon une habitude contractée en Russie d'user d'une langue châtiée devant les abrutis, nous sommes confus de vous contraindre à exercer votre sens de l'observation. » « Ironique,
dit le type. Pas d'autres armes, dit Gras. Un jour où nous naviguions sur la rivière Bikin, au nord de Vladivostok, je l'avais entendu lancer à des Russes qui s'insultaient à grand renfort de putain de bite de mes couilles. Messieurs, je vous prie de cesser de jurer. Ce qui avait davantage estomaqué les types qu'un coup de knout en travers de la gueule. Le 20 septembre, vers le Gévaudan. Une piste gagnait de l'altitude sur le flanc nord du mont Lozère. Elle se nommait Route des Chômeurs et avait été construite en 1936. Nous aimions le caractère soviétique de cette appellation. Même nous autres Français avons été capables de grands efforts collectifs, dit Gras. Sur la crête du mont, nous allâmes à franche foulée, en plein vent, coupant la lumière et les herbes anémiées. C'était une atmosphère dédiée à la marche. Nous étions prêts à ne jamais nous arrêter pour peu que la piste ne quittât pas la crête. Mais la géographie ne se maintient jamais comme on la rêve, sauf dans les plaines russes où l'uniformité étanche notre besoin d'ordonnancement. Le mont Lozère s'effondra. Il fallut redescendre, quitter la dorsale frontalière entre le sud protestant et les terres catholiques. Pendant 2 jours, nous passâmes par des causses sur lesquelles des ruines à faire pitié, à faire envie peut-être, balisaient le chemin. Nous avancions, légers, sans nous préoccuper de rien que de trouver le chemin et soucieux d'y goûter les fruits offerts au regard. Un noisetier, le vol d'un grèbe, une grange de pierres sèches. Nous nous contentions de cela. Nous nous extirpions du dispositif. Le dispositif était la somme des héritages comportementaux, des sollicitations sociales, des influences politiques, des contraintes économiques qui déterminaient nos destins sans se faire remarquer. Le dispositif disposait de nous. Il nous imposait une conduite à tenir insidieusement, sournoisement, sans même que l'on s'aperçût de l'augmentation de son pouvoir. Il existait un petit ver, la douve, qui infectait les fourmis et contrôlait leurs mouvements pour les contraindre à l'immobilité sur un brin d'herbe afin qu'elles s'offrent en pâture aux herbivores, qui devenaient alors les nouveaux hôtes du parasite. La douve était le dispositif de la fourmi. Les puces au silicium étaient nos propres douves. Chacun de nous portait son parasite, de son plein gré, sous la forme d'un de ces processeurs technologiques qui régulaient nos vies. Les papous se transmettaient une vision du monde où le domaine des esprits se mêlait à la réalité. C'était leur dispositif. Le nôtre pourvoyait à notre confort, notre santé et notre opulence alimentaire, mais nous inoculait son discours et nous tenait à l'œil. Nous recevions ses informations, sa publicité, nous répondions à ses injonctions. Il nous accablait de ses sommations, diluées dans le brouhaha. Le discours du dispositif était un dispositif. Sur les chemins noirs, nous nous enfoncions dans le silence. Nous quittions le dispositif. La première forêt venue proposait une cache. Les nouvelles y étaient charmantes, presque indétectables, difficiles à moissonner. Une effraie avait fait un nid dans la charpente d'un moulin. Un faucon faisait feu sur le quartier général d'un rongeur. Un orvet dansait entre les racines. Des choses comme cela. Elles avaient leur importance. Elles étaient négligées par le dispositif. Dans les villages, nous faisions des siestes éclairs près des fontaines où les pouvoirs publics annonçaient des eaux non contrôlées. Nous franchîmes des ravins de marne bleue lacérés par les pluies et des fonds de vallées investis de lacs au bord desquels pique-niquaient les familles. Les chemins languissaient dans les vallonnements. Nous passâmes une nuit au sommet du talus boisé qui surplombait Mende, et c'était un délice au matin, en entendant la ville se réveiller, de savoir que nous échappions à sa rumeur et avions glané une nuit de plus à l'air libre, dans une trouée de la vie. Gras me disait ses voyages dans les forêts de Sibérie. Il était parti traverser l'extrême-orient russe à pied, du nord au sud, de manière que sa descente accompagnât la progression de l'automne vers les basses latitudes. Escortant l'entrée des forêts dans l'hiver, il assurait le service mortuaire des arbres. Je lui déroulais ma théorie des saisons. Jusqu'à l'automne, les forêts étaient des masses indistinctes
où l'œil aurait été en peine de distinguer un arbre de son voisin. Soudain, l'automne arrivait, allumait ses flammèches. Tel arbre, au cycle plus court, s'embrasait. Ici ou là, dans le couvert, des touches de feu s'individualisaient. Un arbre devenait un être distinct. Puis, il s'éteignait pour l'hiver. À Barjac, une plaque sur le mur du cimetière. Passant, arrête-toi et prie. C'est ici la tombe des morts. Aujourd'hui pour moi, demain pour toi. Le souvenir de ma mère défunte me murmurait confusément ce genre de choses. Sa pensée m'escortait par des jaillissements nés d'une vision. Pourquoi le souvenir des disparus est-il lié à des spectacles anodins comme une branche oscillant dans le vent ou le dessin de l'arête d'une colline? Soudain, les spectres surgissent. Pendant quelques mois, j'avais porté une bague à tête de mort qu'on m'avait retirée après ma chute. L'inscription latine gravée au revers du crâne disait la même chose que la plaque de Barjac. Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis. J'avais tardé à me pénétrer de cette évidence que les Romains inscrivaient à l'entrée de leur cimetière. Décidément, j'avais 2 millénaires de retard. Il était criminel de croire que les choses duraient. Les matinées de printemps étaient des feux de paille. Voilà longtemps que je ne m'étais pas trouvé exactement tel que je le désirais, en mouvement. Je jouissais de me tenir debout dans la campagne et d'avancer sur ces chemins choisis, noirs, lumineux, éclaircis. C'était la noble leçon de Madame Blixen devant le paysage de sa ferme africaine. Je suis bien là, où je me dois d'être. C'était la question cruciale de la vie, la plus simple et la plus négligée. Nous contournions les trucs, comme disaient les vieilles gens, buts stratifiés, perçant la surface des causses. Le terroir mêlait l'intelligence des installations villageoises à la douceur des reliefs. À Vérac, nous crevions déjà de soif. Le village était vide, car les paysans étaient à la traite, et nous ne trouvâmes nulle fontaine. À Chasseran, elle était tarie, et nous avisâmes un vieux fermier. « La fontaine ne donne plus, monsieur ?»« Les paysans sont les rois maintenant. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont coupé la source de mon enfance pour leurs vaches. » Il tendait un doigt accusateur vers une batterie de tracteurs sous un hangar de tôle. L'ensemble formait un temple à la mémoire des 30 Glorieuses. Notre vieux guide ne semblait pas prendre en compte que le vent avait tourné, même pour les propriétaires. « Ils ont des primes, ceux-là. À 2, ils possèdent le village. »« Mais vous, dis-je, nous vivions de petits élevages de 50 ou 100 brebis, d'un potager et de la chasse. Ma mère leur a tout vendu. » Il nous invita sur le seuil de sa maison, nous versa 2 litres d'eau et nous lança « Adieu !» En une seule halte, nous avions passé la revue des récents chapitres de la campagne française. Il y avait le vieil archiviste gardant l'entrée de la grotte aux souvenirs. Plus loin, les bâtiments de la prospérité pompidolienne sous les poutres desquels les paysans ruinés pouvaient à présent se passer la corde au cou. À la sortie du village, une ferme inoccupée, dont la meilleure fortune serait de se voir achetée par un Anglais prêt à cultiver du quinoa. Nous gagnâmes un replat ourlant le nord du plateau des Hermets. En bas, une ferme s'avançait sur le rebord d'un décrochement. Dans la vallée, les lumières de Marvejols tapissaient la nuit. La lune éclairait le Gévaudan, au nord. Elle croisa mollement au-dessus de la vallée. Nous fîmes un feu de bois de ronces et pensâmes aux petites filles que la bête raflait derrière les congères au XVe siècle. Puis nous ronflâmes près des braises, après nous être promis de nouveaux voyages. Le lendemain, Gras rentrait en Russie avant d'embarquer à bord d'un bateau biélorusse pour une mission antarctique. Ses chemins noirs à lui.